Bonsoir. Je vais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui a permis quand même, qui m'a permis vraiment de prendre une décision très importante, sans doute de ma vie. Et je vais d'abord, avant de commencer aussi, vous remercier vraiment, vous qui êtes de la presse, pour votre disponibilité. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir tout ce monde. Ça montre que vous voulez vraiment savoir beaucoup de choses sur cette affaire de la FENIFOOT. Mais surtout aussi, vous voulez vraiment restituer la vérité au peuple nigérien que vous servez dignement. J'ai toujours dit qu'on ne peut jamais vous remercier assez pour ce que vous faites pour le sport. Mais je vais quand même vous dire juste cette phrase d'abord, avant de commencer. Je vous jure, au nom de Dieu et ses 99 autres noms, que je vous dirai la vérité et que je ne suis pas comme les autres qui fuient la vérité et qui inventent le mensonge pour salir certains individus. Et c'est pour ça, j'ai dit après ce que j'aurai à vous dire, je serai disposé à répondre à toutes vos questions, toutes, sans exception. Donc je vais sans doute commencer. Le jour où nous avons annoncé notre démission, donc avec les grands frères Salif Mayaki et Omar Sid Mohamed, je pense qu'à la fin j'avais dit une citation qui est peut-être tombée dans l'oreille d'un sourd, parce que je suis sûr que cette citation a dû voler quand même dans les cieux de Niamey pour atterrir dans le fameux siège de la FENIFOOT. Mais malgré tout, je pense que ils n'ont rien compris du message que j'avais dit. Et c'était cette célèbre citation de Chinua Achebe qui dit « Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse continuera toujours à glorifier le chasseur. » Mais je pense qu'ils n'ont rien compris de cela. Autre citation aussi que j'aimerais bien citer, avec l'autorisation des gens de l'événement, si le journal L'événement est là, c'est la citation de Norbert Zongo. Le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais surtout le silence des gens bien. Et je pense qu'on ne peut pas commencer par ces deux citations et s'associer au mensonge. Quand nous avons décidé de rendre le tablier, de démissionner, c'était un 15 mars 2013. Et sincèrement, après ça, on ne s'est plus revus pour discuter de quoi que ce soit par rapport à la vie de notre football. C'est vrai, on s'appelait entre petits frères et grands frères. Et surpris, moi j'étais très surpris d'entendre qu'on est manipulé, qu'on est allé voir X, qu'on est allé voir Y pour nous soutenir. Bon, je sais que c'est une maladie qui est présente à la FENIFOOT, je sais qu'ils sont tous parano, mais sincèrement, on ne s'est jamais revus pour discuter d'un éventuel complot ou de quoi que ce soit. C'était juste parce qu'on en avait marre, c'était le ras-le-bol, et on se disait qu'il arrivait même des moments où on n'arrivait plus à se regarder dans la glace, souvent avec nos, excusez-moi des termes, nos fameuses cravates rouges de la FENIFOOT, des vestes où on venait s'asseoir, sachant pertinemment qu'il y a du mensonge. On se levait
on ne se disait plus rien dans nos voitures, on quittait comme ça. Si avec tout cela, certains pensent que nous étions des comploteurs, pendant que nous aurions pu, à ces instants-là, vous dire ce qui se passait à la FENIFOOT, mais comme ce jour-là, M. Maya qui vous l'a dit, c'était parce qu'il y avait beaucoup de grands rendez-vous que notre MENA national avait. Et on se disait que ce n'était pas le moment de dire aux gens ce qui se passe à la FENIFOOT. À chaque fois, prenez de la qualification. De toute façon, les problèmes ont commencé à partir de Gabon 2012. Après le Gabon, on avait eu un match très important ici, parce qu'il y avait eu le tirage de la Coupe du Monde, il y avait le match contre le Gabon ici en juin. Est-ce qu'en ce moment, il fallait parler pour être traité de tous les mondes, d'apatrides et autres? On ne l'a pas fait. Juste après ça, il y a eu encore un tirage qui était favorable pour nous, où il fallait jouer 2 matchs seulement pour entrer dans l'histoire, encore une fois. Un match qui se jouait sur un mois, donc en septembre. Je crois que vous me suivez bien. Juin, Gabon, il y a eu donc juillet, août seulement de repos, 60 jours. Il fallait attaquer le Syrie national à Conakry. Et le match retour encore, c'était dans un mois, un soir d'un 14 octobre, ici à Niamey. Est-ce que vous pensez qu'entre ces 2 matchs-là, il fallait parler pour être encore traité d'apatride? Non. Du moment où nous aussi, on se considère comme des patriotes et des grands amoureux justement de ce football, nous avons jugé que ce n'était pas le moment de parler. On s'est qualifié une 2e fois pour l'histoire. Vous pensez que c'est en ce moment qu'il faut parler? Non. Pourquoi? Parce que ça allait encore perturber notre MENA national, ça allait amener des isanis, parce que nous partons pour la CAN de janvier. Janvier, nous sommes allés à la CAN. La CAN s'est terminée. Nous avons attendu combien de jours pour une réunion du comité exécutif qui n'a pas eu lieu? Et vous aurez une information aujourd'hui qui fait partie vraiment de la goutte, comme on dit, qui a débordé. Parce que, en tant que responsable d'un groupe de presse, et un groupe de presse qui s'est spécialisé dans un domaine bien connu par tout le monde, le sport et la culture, j'ai adressé une lettre le 7 mars, enregistrez bien, le 7 mars 2013 au président de la FENIFOOT pour lui dire que nous sommes en train d'organiser un débat public au CCFN de Niamey avec possibilité d'appel téléphonique au peuple nigérien pour faire le bilan de la CAN 2013, pour parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2015 et pour parler de la Coupe du Monde 2014. Et dans la lettre, nous lui avons demandé de bien prendre quand même attache avec le sélectionneur national pour qu'il soit avec le sélectionneur national sur le plateau. Cette même lettre que nous avons envoyée le 7 mars, je l'ai envoyée au ministre de la Jeunesse et des Sports, avec le même thème par rapport à ce débat public télévisé, avec la possibilité aux Nigériens d'appeler pour poser leurs questions en direct. On a envoyé la même lettre au directeur des sports de haut niveau, qui est le chef de la délégation en Afrique du Sud, et on a envoyé aussi la lettre au président de l'association des journalistes sportifs. Je pense qu'il est même dans cette salle qui a dû recevoir aussi la lettre. Donc pour vous dire, c'est un débat quand même que nous avons prévu de faire au CCFN avec un public. Vous devrez imaginer que déjà la salle du CCFN peut prendre au moins 1000 personnes, et avec la possibilité aussi aux téléspectateurs d'appeler. Je vous assure, cette lettre, quand elle est arrivée à la FENIFOOT, a fait l'effet d'une bombe atomique.
pourquoi je demanderai un bilan de la CAN 2013. Je n'ai rien dit. Le même jour quand même, curieux surtout qu'ils ne répondent jamais les lettres le même jour, j'ai eu quand même cette chance d'avoir la réponse de la lettre le même jour, qui est datée du 7 mars, que le président de la FENIFOOT nous a écrit, pour nous dire qu'il nous remerciait pour cette idée ingénieuse d'un débat public et qu'ils vont se concerter entre eux. Dans les jours à venir, ils feront leur bilan et que d'ailleurs, nous serons invités de la partie. Signé le président de la FENIFOOT. Mais je vous assure, cette lettre a été la source de tous les problèmes d'abord, avec moi. Vous avez vu par la suite, ils ont fait leur bilan public. Heureusement pour eux, je n'ai pas adressé cette lettre au droit d'auteur, sinon aujourd'hui on serait quelque part aussi. Mais cette fois-ci avec la télévision nationale, avec un public bien choisi bien sûr, qui applaudissait, pour nous faire un show à la Dadis Camara, où il fallait humilier les gens, où il fallait esquiver les questions, où il fallait surtout ne pas dire la vérité au peuple nigérien. En lisant ces lettres, vous saurez déjà que le bilan qu'ils ont eu à faire est un bilan de mauvaise foi. Parce que si vous piquez une idée quand même de quelqu'un qui a voulu faire un débat public, j'ai demandé à ce que le ministère aussi vienne. Et je me demande si le ministère était à côté de lui le jour-là, quand toutes les questions étaient basculées vers le ministère, ce qui allait se passer sur ce débat. Parce qu'on aurait pu avoir toutes les réponses possibles ce jour-là, au lieu de se poser des questions après. Donc, voilà un peu, peut-être vous n'étiez pas au courant de ces lettres et tout ça là. Quand on voit sur le net certains dire que nous ne voulons pas de bilan, comme si, non, les préoccupations que la population a, que la jeunesse a par rapport à ce football, c'est les mêmes que nous avons. C'est juste le hasard qui a voulu que nous soyons retrouvés quand même à diriger ce sport. Ce n'est pas parce qu'on est, on est extraordinaire. On ressent la même chose que tout le monde. Donc, pour revenir un peu donc à ce bilan qu'il a d'ailleurs traité de réussite pour certains, nous avons écouté le débat, comme tout le monde, et nous avons aussi noté qu'il disait que c'était un non-événement pour lui, le départ de ses collaborateurs. Sincèrement, ça ne m'a pas fait mal. Ça ne m'a pas fait mal. Je m'attendais à ça. Mais je voulais tout simplement dire que c'est que nous aussi, quand nous avons démissionné, nous n'avons pas voulu que cela soit un événement. C'était juste un ras-le-bol. On voulait partir et on a pu quand même ce soir-là bien dormir. Le non-événement, petit à petit, est devenu un grand événement. Parce que les déclarations commencent à venir de partout. D'Agadez, de Zender, de partout. Niamey récemment. C'est une bonne chose, hein. Je ne condamne pas les ligues et les clubs. Je me suis dit une seule chose. Quand j'ai écouté leurs déclarations jusqu'à la fin, je leur ai dit, je me suis dit en fait, ah mes frères, si vous savez ce qui se passait à la FENIFOOT, je suis sûr que vous n'allez pas faire cette déclaration. Donc je sais qu'ils n'ont pas d'informations. C'est comme certains d'entre vous de la presse qui écrivent des choses et je sais c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations. Donc vraiment je ne condamne pas les ligues et les clubs. C'est vraiment parce que je suis sûr qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et je suis sûr
je suis sûr à la fin de ce point de presse, s'ils écoutent attentivement, si ces déclarations étaient à refaire, ils ne le referont pas, je suis sûr. Donc, je disais tout à l'heure, quand il disait que c'était un non-événement, ça ne nous a pas fait mal. Mais ce qui m'a profondément choqué, c'est quand il a ajouté pour dire que nous avons abandonné la FENIFOOT, ça fait 1 an. Là, je me suis dit, est-ce que le président de la FENIFOOT est conscient qu'il est sur la chaîne nationale, en direct, où plus d'une vingtaine de millions de Nigériens sont en train de l'écouter? Pour mon cas, je vous assure, je vous jure, je n'ai jamais abandonné la FENIFOOT. Et j'aime bien le préciser ici, je dis à tout le monde, je n'ai jamais raté une réunion du comité exécutif. Jamais. C'est un système de SMS qu'on a, on convoque les gens et au maximum 1 heure, 2 heures, quand tout le monde se réunit, on fait notre réunion du comité exécutif. Il dit qu'on a abandonné la FENIFOOT, ça fait 1 an. Moi qui vous parle, le 15 décembre 2012, pardon. 15 décembre 2012, j'étais en Algérie à la tête d'une délégation parce que j'ai amené le MENA junior au tournoi de l'UNAF. Je vous parle de 15 décembre 2012. Quand il dit 1 an, ça m'étonne. Et je me dis d'ailleurs, si ces jeunes que j'ai amenés en Algérie étaient en face de leur téléviseur, quand ils entendront le président de la FENIFOOT dire que ça fait 1 an que je ne suis pas allé à la FENIFOOT, ils le regarderont comment demain, ces jeunes? Mieux encore, le même mois de décembre 2012, si vous vous rappelez bien, le MENA national a joué un match amical au Maroc, à El Jadida. C'était un match qu'ils ont organisé avec les locaux, mais certains de nos professionnels étaient là-bas. Donc c'était un match où nous avons perdu 3-0, si vous vous rappelez bien. Mais tenez-vous bien, vous serez surpris encore. Omar Sidi était au Maroc avec le président de la FENIFOOT. Je vous parle de décembre 2012. Et en mars, il vient dire que ça fait 1 an qu'on a abandonné la FENIFOOT. Mais je me pose des questions. Je me pose des questions. À quel but il le fait? Pour dire qu'on a jeté l'éponge? De toutes les façons, même si c'était pour ça qu'il le dit, même si on abandonne la FENIFOOT, même si c'était le cas, nous sommes des passionnés du football, on ne peut pas arrêter de respirer football, même en dehors de la FENIFOOT. Sauf si pour eux, servir le football veut dire seulement être à la FENIFOOT. Nous avons des clubs. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis quand même responsable d'un groupe de presse à vocation sportive et culturelle. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi ils disent que nous avons abandonné la FENIFOOT. Le grand frère Salif Mayaki n'a jamais raté de son propre gré une réunion du comité exécutif. À chaque fois, vous savez que c'est un homme d'affaires, sa société a des succursales dans d'autres pays de la sous-région. Donc souvent, il voyage beaucoup. Et ça aussi, il fait un SMS pour dire je suis hors du territoire nigérien, donc je ne peux pas assister à la réunion. Donc dire qu'on a abandonné la FENIFOOT, vraiment, moi, ça m'étonne. Mais pour ne pas aller au fond d'abord de ce point de presse ou bien de ce show à la Dadis Camara, comme j'aime trop le dire, j'ai vu un article sur Internet venant d'un journal qui s'appelle Le Temps. J'espère qu'il est là. C'est un frère. Quand j'ai lu, je me disais, ce frère-là, quelqu'un a dû le tromper. Sincèrement, ça ne m'a pas fait mal. Hein. Parce que je me suis dit que c'est sûr qu'il n'a pas les bonnes informations. Et je tenais vraiment qu'il vienne aujourd'hui pour qu'on puisse lui expliquer ce qui s'est passé. Et dans cet article, l'article d'ailleurs s'appelle lâcheté ou opportunisme. Je ne sais pas, c'est du sensationnel quand même comme titre.
Et dedans, on dit qu'en fait, nous avons géré la CAN 2012, que M. Salif Mayaki a eu un marché de 300 millions, que Omar Sidi Mohamed a eu le marché de réfection des stades, et que le pauvre Abdraman Oumarou a engrangé le marché de l'hébergement des Nigériens à Libreville. Je vais vous le dire le plus sincèrement et le plus franchement possible. D'abord, je vais commencer par Salif Mayaki. La FENIFOOT n'a jamais donné à Salif Mayaki un marché de 300 millions. Le marché dont les gens parlent, c'est de 200 millions et c'est une communication gouvernementale. Ce n'est pas la FENIFOOT qui lui a remis. Il a mis sa matière grise, son savoir-faire, pour faire un dossier pour que l'État puisse communiquer à travers la qualification du MENA. Et c'est ça les photos que vous avez vues dans la ville de Niamey, la photo du MENA avec le chef de l'État, avec le Premier ministre. Avec un slogan très noble d'ailleurs, ensemble nous serons plus forts. C'est toute une chaîne de communication, même la chanson la plus populaire du MENA, que les jeunes aiment partout. C'est Régipub qui a fait cette chanson. C'est une chanson qui appartient à Régipub. Je sais que certains, s'ils savaient que ça appartenait à Régipub, ils n'allaient plus l'écouter. Mais bon, heureusement que cet épisode est passé. Donc c'est dire que quand quelqu'un fait son savoir-faire et que l'État lui donne un marché par jalousie, il faut dire parce qu'il est à la FENIFOOT que c'est la FENIFOOT qui lui a donné ce marché? Non, soyons sérieux. Il faut dire les choses. Et je me rappelle, même à la FENIFOOT, on a eu quand même des prises de bec par rapport à ça, où Salif nous a dit ça au comité exécutif. Ce marché, je ne le dois pas à la FENIFOOT, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est passé inaperçu, parce que c'est vrai. Donc on entend en ville encore que Salif a eu un marché de 300 millions. Vraiment, je ne sais pas à quelle fin les gens le font. Je vais parler de mon frère, mon grand frère Omar Sidi. Je ne vous cache pas, Omar Sidi, c'est quelqu'un, c'est le plus dynamique d'entre nous, vu les relations et tout ça. Et quand la FENIFOOT avait décidé de refaire les stades à l'intérieur du pays, ils lui ont dit, ok, comme Omar, tu connais un peu, tu as l'habitude de travailler dans les entreprises de TP, essaie de voir comment tu peux nous aider à faire cela. Et c'est comme ça, Omar est allé à Maradi, faire la réfection du stade de Maradi, où d'ailleurs par ses relations propres, il a vu des gens, ils ont pu faire même un forage, ce qu'il n'a jamais dit. Ce forage a été fait par World Vision, qui n'a d'ailleurs jamais été remercié pour ça. À Niamey, ici, par ses relations, parce que son frère a des relations avec les Turcs, Omar Sidi a pu faire 4 forages. Un au terrain musulman, un au stade municipal, un au centre technique, et il a eu à faire un autre forage à Dosso. Gratuitement, hein, monsieur. Par ses relations, ça a été fait. Est-ce qu'on peut parler mal d'un individu comme ça, qui par ses relations essaye d'utiliser ces relations, mettre la pression sur les gens pour faire des forages dans nos stades, sans rien gagner? Vous savez combien coûte un forage? Pourtant, il ne l'a pas facturé. Pourtant, il n'est pas venu chanter sur tous les cieux que c'est grâce à lui qu'il y a eu ces forages. Mais comme je dis tout à l'heure, quand on est passionné, on fait tout. Et c'était ça justement la force de notre fédération. C'était des individus qui, chacun de son côté, avait le domaine qu'il maîtrisait et ses relations. Et c'est tout cela qui faisait la force de la FENIFOOT. La FENIFOOT où on avait le président Pelé à la tête. Et c'est ça justement, je dis aux gens, quand on dit que la FENIFOOT, non, c'est Pelé qui a amené tous ces changements-là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'il faut regarder les membres du comité exécutif pour savoir que chacun d'entre nous, quand même, peut apporter quelque chose. Quand on a... Et d'ailleurs, je dirais qu'il a eu la chance d'avoir un formidable groupe
Parce que quand on a des Ibrahim Yacoub à côté de soi, des colonels Sanda, hein, des Hadari, qui est un grand monsieur, hein, quand on a des Salif Meya qui a une agence de presse, quand on a des commissaires de police, vous savez que tout domaine qu'on touchait au cours d'une réunion, comme par hasard, on a un spécialiste du domaine dans notre comité exécutif. Et c'était ça notre force. Bien que certains, vers la fin, préféraient qu'on dise que c'est grâce à eux que tout a été fait. Donc, pour revenir un peu sur les stades de Maradi de Omar Sidi Mohamed, ça a coûté autour de 8 millions, hein, ce qui a été fait avec ce stade-là. Je ne sais pas ce qu'ils appellent marché, parce que c'est des trucs qui ont été payés directement aux gens pour faire des bassines, pour refaire le gazon. On dit qu'on a donné un marché à Omar Sidi Mohamed. Ça m'étonne. 8 millions pour faire un stade de Maradi, et d'ailleurs qui a été facturé à une centaine de millions. J'en reviendrai quelque part. Pour mon cas, parce que c'est très important, on dit que j'ai engrangé un marché d'hébergement, mon Dieu, en décembre 2011. Au cours d'une réunion, dans nos fouilles un peu partout sur Internet, peut-être certains d'entre vous, en allant sur Internet, se sont rendus compte que le comité d'organisation de la CAF au Gabon se plaignait parce qu'il y avait un sérieux problème d'hébergement au Gabon. Le Gabon est un petit pays et Libreville une petite ville. Quand vous allez sur les sites d'hôtels, même vous tapez hôtel Libreville, il n'y a que le nom de 2 hôtels qui sort. Le Laïco et le Méridien. Le Méridien était déjà bloqué par la CAF. Le Laïco était réservé déjà par l'équipe du Maroc et certaines personnalités qui l'avaient bloqué. Ça veut dire qu'aucune réservation en ligne n'était possible pour le cas de Libreville à l'époque. Ce qui est tout à fait le contraire de Port Elizabeth. Quand vous tapez hôtel Port Elizabeth, vous avez plus de 150 hôtels. Pour d'ailleurs 4 équipes seulement qui sont là-bas. Alors qu'à l'époque, à Libreville, toutes les équipes jouaient, en tout cas la moitié des équipes jouaient à Libreville, certains étaient à Franceville. Donc le comité exécutif avait décidé d'envoyer 2 éclaireurs pour aller identifier, notez bien, identifier des sites où les Nigériens pouvaient héberger leurs supporters. Comme d'habitude, tout se fait dans la précipitation. Ils nous ont envoyé le commissaire Al-Mustafa et moi à Libreville pour faire ce travail. Arrivé à Libreville, nous sommes allés au Kokan d'abord, parce qu'il fallait aussi réserver même les tickets et les billets d'entrée, ce que j'ai pu faire à l'époque. Et le comité d'organisation nous a dit, il n'y a que les 2 grands hôtels là, eux ils sont déjà full, comme on dit dans l'expression. Mais tous les autres hôtels qui restent à Libreville et les appartements, les villas à louer, vous serez obligés de discuter avec le Kokan. Pour éviter toute éventualité de problème, les contrats de bail seront signés au Kokan avec les responsables de ces hôtels, des appartements. On n'avait pas d'autre choix à faire. Nous avons réservé des hôtels qui coûtaient extrêmement cher d'ailleurs. Parce qu'il y a des hôtels où les nuits étaient de 100 000, 150 000, 200 000. On n'avait pas le choix. Et on avait un super immeuble qu'on avait pu réserver, et un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel du stade où les supporters étaient logés. Donc nous avons identifié, nous leur avons dit à peu près les prix c'est comment et comment ça se passe, pour que les financiers de la Fédéfoot puissent retourner faire les réservations. Vous m'écoutez bien. En janvier, le 15 janvier, jusqu'au 15 janvier, rien n'a été fait. On n'a plus rappelé, on n'a plus fait de fax, et on n'a rien envoyé comme sous pour dire au moins qu'il fallait réserver certains appartements et hôtels. On nous a fait un billet, le commissaire Al-Mustafa encore et moi, le 15 janvier ou le 16 janvier, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, pour aller là-bas voir si ces appartements et autres là étaient là. Mais bon Dieu, tout a été réservé. Il ne restait plus rien. La seule réservation qui restait, c'était l'hôtel du stade, où j'avais pu réserver 25 chambres à 20 000 et quelques, je pense. En tout cas, moins de 30 000. Pour le Gabon, hein, 25 chambres.
avec pression, parce qu'on était à 2 pas aussi de perdre cela. J'ai même reçu un mail, Dieu merci même, hein, Dieu ne fait rien au hasard. D'ailleurs, les mails ne disparaissent jamais. J'ai tout ça, où le responsable de l'hôtel du stade nous dit, vous ne payez pas, vous perdez ces places, parce que vous nous bloquez pour rien. Avec la pression, ils ont pu me mettre dans ma carte bancaire 4 millions, parce que l'hôtel devait tourner autour de 8 millions. Donc 4 millions et quelques, je pense, ou 5, 4 millions et quelques, je pense, pour aller donner les 50% en attendant, retenez bien, l'arrivée des financiers de la FENIFOOT pour finaliser les formalités de réservation et de négociation avec ces hôtels. Donc c'était le seul hôtel où nous avons pu payer. Tenez-vous bien, jusqu'au 20 janvier, je pense que les journalistes sont arrivés le 20 janvier, jusqu'au 19, la veille de l'arrivée des journalistes, aucun franc n'a été envoyé par la FENIFOOT au Gabon. Vous m'entendez ce que je dis? À 24 heures de l'arrivée de la délégation, on n'avait que ces 25 chambres pour ces supporters-là, pour une délégation de 350 Nigériens. Le 19, on m'appelle, ils me disent, ah, les financiers ne peuvent pas venir, le temps est court, on va t'envoyer de l'argent. J'ai dit pour payer les 50%, ils me disent oui. Maintenant, c'est un rallye qu'il faut faire dans la ville de Libreville pour avoir des chambres où loger les Nigériens, surtout que c'était le C130 qui faisait la navette et le Mont Baxam. Ça veut dire que les gens allaient atterrir pratiquement en même temps dans une petite ville comme Libreville pour mettre tout le monde à l'abri. Et comme je dis, quand je dis une petite ville comme Libreville, les informations courent, les spéculations sont là. Et ils savent que les délégations nigériennes ne sont pas là. Et ils savent par nos lettres et demandes de visa que nous avons fait au Cocan, ils savent qu'on attendait 350 Nigériens qui allaient arriver. Vous pensez que ces gens-là ne vont pas utiliser ça pour faire de la spéculation? Sachant pertinemment qu'on n'a aucune chambre entre nos mains. Je ferme cette parenthèse. Le 19, on m'envoie 60 millions par Ecobank, à mon nom, Oumarou Amadou Abdraman. Je vais à Ecobank, au Gabon. On me dit, ok, vous avez un sac, vous prenez vos 60 millions et vous partez. Vous vous imaginez encore? Imaginez que j'aille à l'hôtel, qu'on m'attaque, on dira qu'il est diabolique, ce Abdraman. Il a inventé une histoire de vol pour partir avec ses 60 millions. Je vous assure, de 9h du matin à 16h, vous m'entendez, non? De 9h du matin à 16h, j'étais en train de négocier le directeur général d'Ecobank pour qu'il puisse m'ouvrir un compte bancaire. Vous le savez tous, quand vous n'êtes pas résident dans un pays, vous n'avez pas droit à un compte bancaire. Il vous faut la carte de séjour. Il dit, on ne peut pas te faire un compte bancaire, tu n'es pas résident. J'ai dit, en fait, je ne veux même pas un compte bancaire au nom d'Abdraman Oumarou. Je veux un compte bancaire au nom de la Fédération nigérienne de football. Il me dit, mais c'est pire encore, c'est une association qui n'existe pas au Gabon. Comment est-ce que veux-tu que j'ouvre ce compte? Et il a ses raisons, il a raison. Je me suis rappelé que j'avais un contact, le général Ntori, qui était chef d'état-major à l'époque là-bas. Son enfant, nous avons eu à faire nos études ensemble au Maroc. Je suis passé par tous ses ennemis pour l'appeler, pour l'expliquer que c'était un risque de me laisser comme ça dans la jungle avec 60 millions. Il a accepté de m'ouvrir un compte bancaire. Donc j'avais déjà la lettre de la FENIFOOT qui disait que j'étais le responsable pour essayer d'identifier les hôtels. Et avec mon passeport, qui était mentionné aussi FENIFOOT, ils ont pu ouvrir donc ce compte dénommé Fédération nigérienne de football. Encore mieux, j'ai dit au directeur de la banque que je suis signataire jusqu'au maximum le 22 ou 23 janvier, parce que des financiers de la FENIFOOT viendront et on va changer les signatures, ils vont gérer le compte jusqu'à la fin. Voilà comment j'ai pu ouvrir ce compte. Et voilà comment ces réservations, nous les avons payées par des chèques. Et voilà comment Dieu ne fait rien au hasard, parce qu'en ce moment, je ne savais pas qu'on allait arriver à ce point. Même 1 milliard d'années après, je pense que l'informatique existera. Il suffira de taper Fédération nigérienne de football. Tous les chèques émis quand même seront à Ecobank Libreville là-bas.
Quand ils sont arrivés, par le régisseur, après l'arrivée des journalistes, je les ai installés. Il y a certains hôtels, j'ai même fait du forcing. Monsieur Larabou, qui est de la 2e division, le président de Juvenile, est témoin. Il y a un hôtel où j'ai forcé, j'ai même dit aux Nigériens de mettre leurs affaires alors que je n'avais même pas payé. Et l'hôtel appartenait à une Chinoise. Personne ne savait que je n'avais même pas fini. Ils se sont installés. C'est difficilement qu'on a pu s'entendre sur quelque chose. Je lui ai donné son chèque. Quand les régisseurs sont venus, il y a encore 2 financiers de la FENIFOOT qui étaient au Gabon. Et mon grand frère Salif Maya, qui est témoin à l'hôtel Méridien, quand j'ai dit au colonel Pelé que les financiers devraient prendre le relais, après d'ailleurs une dispute que nous avons eue par rapport à des locations de buts, j'ai dit non, moi j'ai fait ma mission n'est pas de venir payer des hôtels, mais d'identifier et que les financiers fassent le reste. Ils m'ont dit non, 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 comme c'est toi qui connais, tu as commencé, continue jusqu'à la fin. Non, c'est comme ça, ils ont fait d'autres virements. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 165 millions d'envoyés à Libreville. Pas seulement pour les hébergements, mais même les tickets du Kokan, même les extras de l'hôtel du MENA, tout a été payé. Souvent eux-mêmes, le président ou bien les financiers même, quand ils ont besoin de quelque chose, ils me disent aimez-nous un chèque pour payer cela et cela. On est rentré. Toutes ces factures-là sont là. Toutes les copies de ces chèques-là sont là. Le compte, je l'ai fermé que quand je suis rentré à Niamey parce que j'avais laissé, je pense, 4 millions là-bas, dans le compte, parce qu'il y avait une dame qu'on devrait payer 900 000 francs, je pense, qu'on n'arrivait pas à joindre. Donc j'ai dit au directeur d'Ecobank, écoutez, ce qui est sûr, peut-être cette dame va se manifester par là, ou bien si jamais elle nous appelle, parce qu'elle a mon contact du Niger, je lui dirai de passer vous voir, et je vais vous faxer un ordre de paiement pour que vous puissiez payer à cette dame le restant de ce montant. Quand on a payé cette dame, il restait 2 millions. J'ai dit au directeur d'Ecobank de faire un Western Union parce qu'on ne pouvait plus refaire un virement. Parce qu'il faut que je sois là-bas. Même ça, c'était des gymnastiques qui doivent même me féliciter. N'étant pas là-bas, il a pu faire quand même un Western Union à Atama Ibrahim, qui est le régisseur du compte MENA d'Antichan. Voilà comment je me suis retrouvé avec la gestion de ces hôtels, avec toutes les souffrances, avec toutes les insultes. Pendant que moi aussi j'aimerais bien passer des vacances, j'aurais bien voulu en ce moment-là, juste après un match du MENA, aller quand même sur la plage aussi. Je ne l'ai pas fait. J'ai souffert comme pas possible. Donc dire que j'ai engrangé un marché d'hébergement, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et mieux encore, avant d'arriver à... Je vais aller rapidement au bilan de la CAN 2012. Il y a eu une réunion du comité exécutif où ils nous ont dit, ok, Abder, toi tu as géré Libreville, fais-nous ton rapport rapidement. Sanda, tu étais le responsable, c'est toi qui allais sur l'axe Yaoundé, parce que le MENA s'est préparé à Yaoundé. Fais-nous ton bilan et on se réunit pour faire profiner un bilan qu'on va présenter aux gens. On s'est quitté sur ça. Ils se sont vus entre eux là-bas. Et le matin, un vendredi matin, je viens à la FENIFOOT comme par hasard. On me dit non, non, il y a un point de presse, c'est le bilan de la CAN. J'étais déjà avec mes documents comme quelqu'un qui cherchait un marché, avec toutes les copies possibles. Je viens d'abord en boubou, vous allez rigoler. On me dit non, de retourner, il faut la cravate FENIFOOT. Ça fait plus sérieux. Peut-être les Nigériens vont savoir que c'est sérieux. Je suis allé porter cette cravate pour revenir. Et ils ont fait ce bilan-là. Et j'ai entendu d'ailleurs en ville le président dire qu'il nous a couvert pendant la CAN 2012. Il a fait le bilan. Non. C'était censé, quand on va arriver à Libreville, c'est de dire, Abder, tu as la parole, c'est toi qui as géré Libreville. Et j'allais me défendre. Si on arrive aux préparations du MENA, c'est dire Colonel Sandra, c'est toi qui as géré. Et il allait aussi faire son bilan. Et là, peut-être, eux, ils peuvent continuer pour faire le bilan global au peuple nigérien. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse lancer ces petites rumeurs, engranger des marchés. Engranger quel marché? L'hôtel le plus cher, pour vous dire encore, vous connaissez Libreville, l'hôtel le plus cher que nous avons eu là-bas, c'est l'hôtel où nous avons amené le conseiller à la présidence et à la primature. C'est un hôtel qui coûte 70 000 francs la nuit. Un hôtel qui est au centre-ville. C'est tout à fait normal. L'hôtel des journalistes était à 40 000 francs la nuit. Il y a des hôtels où j'ai eu à 25 000, 30 000. Et tout ça, les gens pensent que dans ça, tu es allé peut-être négocier une restoune. Quand même. On est tellement ambitieux. On est tellement fiers
parce qu'on a quand même une fierté à préserver, qu'on ne peut pas négocier des 2000 francs sur des nuitées qu'on va te calculer. Peut-être que tout le package ne fera même pas 1 million ou 2 millions, s'il vous plaît. Pour faire quoi? Pour qu'on te salisse après? Je pense, c'est là que je dis que nous ne portons pas les mêmes valeurs, je pense. Je pense que non, on n'est pas sur la même planète, je pense. Le hasard a voulu qu'on soit ensemble. Donc je vais finir cette parenthèse et j'espère que mon frère du journal Le Temps a bien noté ce que j'ai dit par rapport à cette situation de ces marchés-là. Certes, les gens l'ont trompé pour lui dire ça. Je vais vous donner la parole tout à l'heure pour parler et pour poser vos questions. Je vais donner des amples réponses. Il y a un point aussi que je voulais éclaircir un peu aux gens. Vous avez sans doute entendu le président dire que les deux, d'ailleurs, parmi les 3 départs là, les 2 ont été cooptés. Ça m'a tellement fait rire aussi. C'est vrai, je n'étais pas sur la lutte du colonel Pelé. Parce que quand je suis arrivé à la FENIFOOT, en fait, c'est au nom des 2e divisions. Sur la liste du colonel Pelé, il y avait le même Larabe que je viens de citer, qui était le représentant des D2. Donc, pour la liste du colonel Pelé. Et comme par hasard encore, il était sur la liste du candidat Karingama. Donc, il y a eu un problème. Il ne peut pas être quand même sur 2 listes à la fois. Mieux encore, je pense, je le dis et je le maintiens. Dieu merci, comme je dis, la technologie est là. Je suis le premier président de club à avoir soutenu Pelé, pendant que lui-même ne pensait pas qu'il allait passer. Et c'était au cours d'un débat où j'étais face à Issa Yanforé, qui est l'actuel secrétaire général adjoint, où j'ai dit clairement à la télé que mon soutien c'est Pelé. Parce que j'ai vu des actes qu'il a eu à poser au niveau de l'AS FAN. Mieux encore, le 20 juillet 2009, sur le plateau de Dounia, tous les représentants des candidats étaient invités par M. Tikiré pour faire un débat. Chacun devrait déballer son programme et dire la liste des hommes qui allaient l'accompagner à l'accomplir. Vous allez rigoler. Le secrétaire général Kabo, mon grand frère, a cité 2 noms dans cette liste. 2 noms. Il dit rien que pour ces 2 noms, on doit voter Pelé parce que c'est des jeunes qui apportent de la modernité dans le football. Il a d'abord cité Ibrahim Yacouba. Il dit qu'il est le président de Dankasawa, qui a d'ailleurs battu un club de première division au moment là, pendant la Coupe nationale, et qui a d'ailleurs fait un siège flamand neuf. Je vous dis textuellement ce qu'il dit. Hein. Donc un monsieur comme ça, il n'y a aucun doute. Quand il est dans une liste, on doit la soutenir. La deuxième personne, devinez c'est qui? Il dit Abdraman Oumarou du Liptako, qui est en D2, qui fait la gestion moderne de son club, qui est d'ailleurs le premier club à être sur Internet. Grâce à des jeunes comme ça, on peut penser qu'il peut y avoir un changement. Je vous parle du 20 juillet, avant son élection, hein, du 20 juillet. Les élections ont eu le 25. C'est vrai, on n'était pas sur sa liste. Et je vous jure au nom de Dieu, j'ai soutenu Pelé pas pour être membre du comité exécutif. Quand il m'a appelé personnellement, je lui ai dit d'accord, mais je ne voulais pas, j'ai refusé. J'ai refusé. Et je vais vous dire, les gens qui ont intervenu, grâce à Dieu et grâce à eux, peut-être que je suis arrivé au comité exécutif. Je pense que Suleiman Mohamed est dans la salle. Il fait partie des gens qui m'ont harcelé pour que j'accepte d'être membre du comité exécutif. Malgré ça, quand il m'appelle, je le jongle. Il a compris. Ils sont passés par Omar Sidi Mohamed, qui m'a harcelé. Kabo, qui est secrétaire général actuellement, m'a appelé pour dire que hey, je vais donner ton nom. Voilà comment je suis arrivé au comité exécutif. Est-ce que c'est la peine de dire que j'ai été coopté? Pour dire que non, regardez, même les 2 là ont été cooptés. Cooptés pourquoi? On n'a pas demandé à venir. On faisait notre gestion moderne du club. Et d'ailleurs, cette gestion moderne-là, nous l'avons apportée même dans la gestion du MENA. Le grand frère Salif est là. J'ai été un moment candidat aux élections législatives. Donc je suis allé voir Rigipub, parce que c'est lui qui m'a assuré quand même ma visibilité.
Et avant la campagne, je voulais vraiment réserver les panneaux. Et j'ai eu une idée. J'ai dit, bon tiens, comme je suis président du Liptako, on va faire une grande affiche Liptako Football Club avec ma photo. Et au lendemain, il fallait changer pour mettre les photos. Le grand frère m'a dit, mais tiens, ça c'est une belle idée. Et si on le faisait même pour le MENA, c'est sûr que ça allait être quelque chose de bien. Les affiches que vous voyez en ville, là, le premier club à l'avoir fait, c'est le Liptako. Et on l'a fait avec le MENA, ça a marché. Mieux encore, les chansons MENA que vous voyez là. C'est à cause de nos relations avec les artistes. J'étais dans le monde du showbiz. Et je suis d'ailleurs, écoutez encore mieux, le Liptako est le premier club de football à avoir sa chanson, son clip. Et j'ai dit à Idi Sarki, à 3 jours du match contre l'Égypte, il m'a dit, lui, il a envie de chanter. J'ai dit, non, ça va marcher. Si on commence une chanson du MENA, je te promets que tout le monde chantera MENA. Et il l'a fait, sans que la FENIFOOT lui donne 5 francs. Et ça a marché. Donc je dis que la modernité qu'on faisait de nos clubs, c'est ça qu'on a apporté au MENA. C'est ça les affiches que vous voyez, que Salif faisait, des 12 mètres carrés un peu partout. Ça faisait la fierté de la jeunesse un peu partout. Et qu'on dise qu'on nous a cooptés, mais vraiment c'est dommage. C'est dommage. Je voulais aussi, donc juste rapidement, c'est presque fini, par rapport à la CAN 2013, au bilan de la CAN 2012. Avant même le bilan de la CAN 2013, là, il y a eu quand même une assemblée générale à Zender. Je pense que ça doit être la veille ou le lendemain de la finale de la Coupe nationale. Et ce fameux document des états financiers, je vous assure, si vous le voyez, vous allez éclater de rire. Tous les chiffres sont ronds. Tous les chiffres. Facture Nigélec, ça tombe à plus de 200 000. Téléphone, 100 000. Tout est rond. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire, en tout cas des chiffres, d'un bilan quand même. Et je suis sûr que certains diront, mais à l'époque on était là-bas, comment est-ce que cela est arrivé? Ce bilan qui a été amené comment on appelle ça, à l'Assemblée générale, n'est jamais passé au comité exécutif. Pour vous dire, et je sais que vous serez scandalisés. Parce que même si on dormait, en tout cas il y a certaines personnes, des valeurs sûres dont je vous ai dit, un Yacouba, un Sanda, un Salif Mayaki, un Hadari qui est un grand financier, ne laisserait pas passer quand même cette bêtise. Parce que je vais appeler ça une bêtise. Parce que la fédération quand même est une grande association et qui mérite un minimum quand même d'attention dans ce qu'on fait. Je vais citer un peu mon grand frère Kabo qui dit que les écrits ça reste. Et ça va rester des milliers d'années. Et tous les clubs, vous allez approcher tous les clubs de D2 ou de première division, ils l'ont. Moi, c'est le représentant de mon club qui me l'a amené. J'ai failli m'évanouir quand j'ai vu ça. Des chiffres ronds. Et dire que, parce que j'ai entendu une question que Cheikh Boubacar avait posée au siège de la FENIFOOT pendant le Dadis Show, pour dire que les chiffres étaient ronds des faux bilans. Il dit que non, dans le cadre associatif, ils ont leur cadre associatif, ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée générale, donc ce n'est pas quelqu'un qui va se lever. On est dans quel pays, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Des chiffres ronds, parce que des pauvres présidents de clubs n'ont pas fait attention n'ont pas fait attention quand ils feuilletaient. Et qu'est-ce qu'ils peuvent même? Vous pensez que ces présidents de clubs-là peuvent parler en ce moment-là pour dire que ces chiffres-là sont faux? Mais après, je me suis posé des questions aussi. Pourquoi ce n'est pas passé au comité exécutif pour qu'on leur dise que ce n'est pas des chiffres, qu'ils retournent sur leur machine quand même sur Excel, au lieu de 0 mettre 1, 2, 3, 4, au moins ça va distraire les gens. Mais c'est parce que justement, il y avait d'autres contre-vérités dedans. Et je vais vous demander solennellement, c'est une question que je vous pose à cause de Dieu. Quand dans un état, dans un rapport financier de ce genre, on mentionne dans l'exécution
que des travaux ont été faits à 200 millions par la SATOM, pendant que tout le monde sait que la SATOM l'a fait gratuitement. Je vous demande au nom de Dieu, est-ce qu'on peut rester avec ces individus? Il est là, le document est là. Vous êtes des journalistes, vous avez vos entrées partout. Allez-y à la SATOM, ils vous diront que ça a été fait gratuitement. Ces bonhommes l'ont fait. Ils ont mis 200 millions. Pas 200 000, hein, peut-être 200 000, on pouvait dire que c'est erreur de frappe même peut-être. Mais 200 millions. Et si c'était une erreur de frappe dans le total, ça n'allait pas changer. On a revu le total, c'est bien 200 millions qu'ils avaient voulu dire. On peut rester avec des gens comme ça? Et ça va revenir peut-être dans votre tête. Pourquoi c'est maintenant qu'on le dit? Ça revient à ce que je vous avais dit au début. À chaque fois, on est à 30 jours, à 60 jours. Vous avez écouté le président de la FEDIFOOT. Quand on avait parlé de l'affaire Kofi Dankowa, il dit que c'est des allégations mensongères, c'est pour déstabiliser l'équipe nationale. Imaginez à l'époque qu'on dise ça. Et qu'on rate la qualification contre la Guinée. Nos petits-enfants entendront que c'est à cause de nous qu'on n'est pas allé à la CAN pour une deuxième fois. Et c'est ce qu'on a évité justement. Vous pensez qu'on peut rester avec des gens comme ça? Et j'ai écouté sur une télé de la place quelqu'un remuer le couteau dans la plaie pour dire non, CAN 2012 là, il faut faire le bilan. CAN 2012 là, si on fait le bilan là, ça va emporter beaucoup de gens. Moi, c'est les hôtels, alhamdoulilah, c'est 160 millions que j'ai eu à gérer et que je peux justifier. Aujourd'hui, si quelqu'un a un ami, il peut aller à Ecobank, Libreville, il va vous sauter tous les états qui sont passés dans le compte et vous allez voir les dates, les numéros de chèques et tout ça. Quand je ne sais même plus par quoi vous dire avec ces gens. Parler de démocratie, j'ai entendu, il dit qu'il a défendu la démocratie là-bas. Vous pensez que dans une association, si on ne peut pas tenir une réunion au moins une fois par mois, le cadre démocratique y est? Je pense qu'au lieu d'aller balayer devant chez quelqu'un, on commence chez soi d'abord. Et surtout que c'est une obligation de faire ces réunions. Une fois, j'ai regardé la télé, le chef d'État était, je pense, un peu pris en voyage, mais je pense qu'il a laissé le Premier ministre diriger le Conseil des ministres. C'est vrai, non? Donc, je pense que si le président de la FENIFOOT n'est pas là, Ibrahim Yacoub ne peut pas faire une réunion. Ministre de la République. Un colonel Sada ne peut pas faire une réunion. Même moi, le cadet, le CODA, comme on dit, je peux faire une réunion. Pourquoi il faut qu'il soit là? Moi, je pense que si on a mis un premier vice-président, un deuxième vice-président, c'est justement pour que, même si quelqu'un n'est pas là, c'est pour que ça puisse vraiment aller comme sur des roulettes. Le chef de l'État même laisse le premier ministre faire le conseil des ministres. Malgré que lui, quelle que soit sa fatigue, il fait ce conseil des ministres-là. Et je pense que la FEDIFOOT, c'est un gouvernement en miniature. Parce que c'est la représentation quand même de tout le monde sportif de notre pays. Et c'est la destinée quand même de notre football que nous sommes en train d'assurer. Ne pas se réunir, c'est même se moquer des Nigériens. CAN 2012, j'aimerais bien revenir à la CAN 2012 encore. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la CAN 2012. Vous allez être scandalisés. Rapidement. Vous avez sans doute remarqué quelque chose à la CAN 2012 qui n'a jamais été vu dans aucun pays. À l'ouverture, on a joué avec des maillots REA. Vous m'entendez bien, des nouveaux maillots blancs là, très jolis, malgré que c'était un peu grand. Le deuxième match, on joue avec Tovio, du Burkina Faso. Le troisième match, on joue encore avec REA. Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas? La Fédération nigérienne de football a reçu donc le sponsoring des maillots de REA. Et ils devraient porter ces maillots-là en exclusivité. De ne pas associer leur marque à qui que ce soit.
Tout ce qu'ils peuvent gagner avec le Niger, c'est cette visibilité. Notre cher président a dit OK et a signé. Parallèlement, il envoie la même lettre de sponsoring à Tovio. Pour dire à Tovio, on a besoin que vous nous accompagniez, on a besoin de matériel. Je pense qu'ils ont fait du matériel de beaucoup de millions, hein, pour une petite entreprise du Burkina quand même. Donc on est allé à la CAN. Dans les deux documents, c'est un engagement ferme, il fallait porter les maillots. Au premier match, c'était Erea. Tovio a fait un scandale. Moi, j'étais avec le représentant juste à côté. Il s'est mis à boire toute la nuit. Un pauvre Burkinabé. Il dit on va le chasser du travail. Parce que ils vont penser qu'il a dû prendre de l'argent avec la Félifoot et autres. Parce que normalement c'est exclusivement pour la visibilité. Il a fait son bruit. Ils sont échangés avec le colonel. Je pense qu'ils se sont même... ils sont allés... vraiment, ils se sont dit la vérité. Ayant senti le danger, parce que Tovio voulait porter plainte, il a décidé contre la Tunisie, vous vous rappelez bien, on a joué avec les maillots Tovio blancs. On a joué un beau match d'ailleurs. À la mi-temps, Erea appelle pour dire c'est quoi ces foutaises. On vous donne du matériel pour combien de millions, pour juste une visibilité, et vous n'êtes pas fichu de porter nos maillots pendant que nous, on vous donne ces maillots gratuitement. Ok, le même débat, une autre solution est là. Le troisième match contre le Maroc, on va jouer avec Erea. Et on a rejoué avec Erea. Je pense que vous avez les bandes quand même du bilan de la CAN 2012. Vous les avez, j'espère. Dans ce bilan, il a été annoncé que ces équipements ont été achetés pour 100 de millions, pendant que c'est gratuit. Parce qu'il suffit juste de se poser une question. Quand vous achetez une chemise avec quelqu'un, il ne vous forcera pas à la porter. C'est tout simple. Mais quand quelqu'un vous donne un sponsoring pour que vous portiez gratuitement, eh bien, il vous imposera de porter cela. Donc, il y a deux discours différents. Sponsoring non annoncé et facturation ici d'100 de millions. J'aimerais bien savoir où sont passés cet argent. C'est qu'en 2012, on veut revenir derrière, non? D'ailleurs, je demanderai solennellement aujourd'hui, solennellement, qu'on fasse qu'on audite la Félifoot de juillet 2009 à juillet 2013, s'ils veulent. On peut leur laisser 2 mois pour préparer le papier. Ils ne pourront pas s'en sortir. Pour savoir qui a fait quoi, qui est quoi, qui est qui. Juste une minute, je conclue tout de suite. Je voulais dire quelque chose de très important. La majorité de la jeunesse nigérienne pense qu'on a des salaires à la Félifoot. Il faut qu'on leur explique. Si on dit bénévolat, peut-être qu'ils ne savent pas. On travaille gratuitement pour la Félifoot. On n'a rien. Même dans ce fameux contrat qu'on dit Orange Félifoot, il n'y a que le président et son SG qui ont des unités gratuitement. Nous, on bip pour nos agents. Pour vous dire. Donc, je ne vois pas ce que nous avons eu à la Félifoot qu'on n'avait pas. Vraiment, c'est pas, on ne veut pas se glorifier et quoi. Mais essayer de prendre chaque membre du comité exécutif par rapport à son rythme de vie et par rapport à son revenu. Faites cette comparaison, s'il vous plaît. Merci Abdel. Tu as tellement pris du temps que toutes les questions que j'avais ont été expliquées. Autant tu as parlé du show à la Rédis Camara et je pense qu'aujourd'hui toi aussi tu as fait un show, je ne sais pas à qui, mais c'est quand même un show. Et j'aurais bien voulu que tu reviennes sur la gestion des 2 avions affectés. Je ne sais pas si tu as fait beaucoup de choses pour amener la délégation nigérienne à la CAN 2013. Puisque il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire qui peuvent impliquer beaucoup de personnalités de ce pays. J'aurais bien voulu que tu reviennes. C'est-à-dire tu as bien sûr des informations. Ce que tu viens de dire, je pense que dans un pays qui se respecte,
Et dans un pays qui se respecte, puisque je l'avais dit la dernière fois au cours de ce débat qui a été organisé, dans un pays qui se respecte, bien sûr, il y a certaines choses qu'on doit faire. Je pense que ce que vous venez de dire aujourd'hui mérite, au même titre que le ministre a été interpellé à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur la lutte traditionnelle, que le ministre soit interpellé pour expliquer, puisqu'il y a beaucoup de gabegie, il y a beaucoup de choses. Je m'attendais vraiment à ce genre de choses, puisque je me disais, j'espère que ce n'est pas une conférence de presse pour nous dire ce que vous avez dit la dernière fois. Je pense que c'est une bombe que vous avez fait exploser aujourd'hui. Mais quand même, ma seule question c'était sur ça. On revenait sur les deux avions, puisque normalement, on devait partir avec les avions de Mangal presque gratuitement, mais on a taxé les deux avions de la compagnie libyenne. Merci. Ma première question est, d'abord, est-ce que parmi vous, il y a un candidat pour les futures élections de la FENIFOOT? Et ma deuxième question, vous savez que au niveau donc de la FENIFOOT, donc il y a une versation, une mauvaise gestion depuis longtemps, depuis 2009. Et moi je sais que j'étais le premier journaliste qui a envoyé une lettre en 2012 à la FENIFOOT par rapport à la CAN 2012 pour poser un certain nombre de choses, pour avoir des éclaircissements par rapport à cette gestion. Mais je n'ai pas eu gain de cause. Maintenant, et pourquoi vous n'êtes pas resté à l'interne? Parce que je pense que la FENIFOOT a des textes, a des règlements intérieurs pour pouvoir combattre ce système-là, afin donc qu'il y ait un changement. Merci. Alors, je m'avais tout de suite vous demander, on parle d'une main invisible qui manipule votre trio. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous sommes à quelques mois de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de football. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'un de vous est candidat pour briguer le poste de la présidence? Abdelaziz, journaliste à la télévision Camara. Je pense que ma première inquiétude a été déjà soulignée par mes deux grands frères déjà passés. Vu que nous sommes à quelques jours des élections pour la présidence de la FENIFOOT, et voyez que vous n'arrêtez pas, vous et le président, de vous jeter de peau de banane, et vous étiez à la fédération, je pense, depuis la mise en place à aujourd'hui, nous n'avons pas assisté à ces problèmes-là. Alors nous sommes tentés de nous demander si vous n'avez pas des ambitions pour le poste de président de la Fédération nigérienne de football. Ça, c'est d'une part. D'autre part, vous avez mieux vécu les coulisses de la CAN, plus que beaucoup d'entre nous, peut-être plus que nous qui n'avons pas eu la chance d'y assister. Alors nous voulons que vous nous disiez un peu clairement qu'est-ce qui s'était passé pour l'affaire Chikoto. Confident plutôt. Voilà, merci. Donc je vous remercie donc pour vos questions. Je tenais aussi à vous dire que comme Rufai l'a dit, c'est un show à la Abder, c'est pas à la Dadis, mais sincèrement c'est même Baba qui m'a coupé parce que il y avait en fait il y a un point bien précis par rapport au MENA. Je suis tellement rentré dans cette histoire de bilan que j'ai oublié ce domaine. Mais je vais vous demander après de m'accorder 5 minutes pour le faire. Donc Rufai, ta question c'est par rapport à la gestion de ces deux avions qu'on a affrétés pour amener les Nigériens à Port Elizabeth. Donc sincèrement Rufai, je ne maîtrise pas vraiment ce sujet. Je sais que quand on se réunissait, c'était Tahir Mangal qui avait proposé son avion, un 747, donc il pouvait faire vraiment un seul voyage pour amener toute la délégation nigérienne en même temps. J'ai aussi suivi qu'il y a un problème parce qu'il paraît que les 747 n'étaient pas autorisés à atterrir directement à Port Elizabeth. Donc il fallait aller à Johannesburg. Et je pense que c'était par rapport à ça qu'ils ont laissé l'affaire de Tahir Mangal. C'est ce que je pense. Et après, on s'est retrouvé avec 2 avions libyens que les Libyens ont mis à notre disposition. Je pense que le premier qui est gratuit, mais le deuxième était payant, je pense bien. Mais pour ce dossier des 2 avions, vraiment, je ne maîtrise pas bien la chose. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est M. Amadou Hadari qui a géré ça.
Et M. Amadou Hadali, que je respecte beaucoup pour toutes ses qualités, je pense qu'il a dû quand même le gérer en tout grande professionnalisme. Et je pense que lui, quand même, si vous vous tournez vers lui, je pense qu'il peut vous donner beaucoup d'informations. Mais pourquoi je n'ai même pas cherché à savoir la gestion de ces deux avions? Je sais que c'est quelqu'un de très clean, de très propre. Et c'est grâce à leur relation d'ailleurs du pouvoir qu'ils ont pu mettre la main sur ces avions-là avec les Libyens. Mais je ne pense pas qu'il y ait une affaire autour de ces avions-là. Sinon, on l'aurait dit, sincèrement. Donc, deuxièmement, c'est la question de Zaberou. Donc, avant de répondre à Zaberou, je vais lui poser une question. J'espère que tu es satisfait quand même par rapport aux informations qu'on a pu te donner par rapport à la gestion de la CAN 2012. Donc, vous avez demandé si parmi nous, il y a des candidats. Je vous l'avais dit tout à l'heure que quand on avait démissionné, vraiment, c'était un ras-le-bol, un ouf. Et sincèrement, ce n'était pas dans le but de jeter des pots de banane, comme le frère avait dit tout à l'heure, pour pouvoir penser à arriver à la FENIFOOT. Sincèrement, non. On en avait marre. Et on avait parlé du climat de suspicion que j'avais dit tout à l'heure. Parce que quand il y a des matchs, on prépare l'opinion qu'il y a d'autres qui sont en train de manipuler en bas pour qu'on perde. Donc il y avait tellement de choses qu'il fallait arrêter. Mais sincèrement, entre moi, Omar Sidi et Salif, on n'a jamais discuté d'une quelconque candidature par rapport à la FENIFOOT. L'objectif premier était quoi? C'était de jeter l'éponge et de faire savoir à la nation entière ce qui se passe dans cette maison. C'était ça l'objectif. Maintenant, parler de candidature, je ne sais pas. Un jour viendra, peut-être, on en parlera peut-être, mais sincèrement, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est quelque chose qui n'a pas traversé notre esprit. La deuxième question, tu avais dit qu'au temps de la CAN 2012, tu avais écrit une lettre. Affirmatif. La lettre a même été lue au comité exécutif et c'était justement pendant qu'on préparait le bilan de la CAN 2012. Et on avait instruit le secrétaire général de vous répondre pour vous dire que dans les jours à venir, il y aura le bilan de la CAN 2012 et que vous êtes invités. Le jour-là, vous pourrez poser vos questions par rapport à tout cela. Voilà ce que je sais par rapport à votre lettre. Et vous avez dit aussi quelque chose, posé une question par rapport à pourquoi ne pas rester en interne pour combattre ce système. On n'avait plus rien à se dire avec ces gens-là. On ne peut pas. Vous avez dit qu'il faut rester en interne pour combattre. Le cadre qui permettra de parler de combattre là n'existe pas. On va se voir où pour parler? Au stade? Il n'y a plus de cadre pour parler. La meilleure solution, c'est de partir. Et je voulais dire quelque chose aussi. Le jour où le président Pelé avait fait son point de presse, ou bien son show à la Dadis encore, il disait, après son non-événement, que le comité exécutif s'est réuni et qu'ils sont en train de coopter. Je vais vous dire quelque chose. Nous étions 12. Nous sommes 3 à partir. Il reste combien? 9, c'est ça? Sande n'est plus là, Sande est au Canada. Il reste combien? 8 personnes. Hassan Al-Khali ne fait plus partie du bureau. Il reste combien de personnes? 7 personnes. Dans ces 7 personnes-là, c'est y compris Ibrahim Yacouba et Amadou Maïga, l'intendant du palais qui a été coopté, qui fait 7. Tant que ces deux-là n'assistent pas à une réunion, ils n'ont pas le quorum, donc ils ne peuvent rien décider. C'est dire, tant que Ibrahim Yacouba ne siège pas à la FENIFOOT, tant que Amadou Maïga n'est pas régulier aux réunions du comité exécutif de la FENIFOOT actuelle, tout acte qui sera posé est illégal. Ça, je vous le dis. Et j'espère que le ministère m'entend. Quand on commençait avant les réunions du comité exécutif, on compte. Le quorum est atteint, on fait nos réunions. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Si c'est des réunions,
ou bien c'est des décisions personnelles. En tout cas, tant que Yacouba n'est pas là, et je pense que pendant son show là, Yacouba n'était même pas dans ce pays en principe. Donc je me demande comment ils ont discuté de la cooptation. Je ne pense pas qu'il y ait eu des réunions. Et même s'il y a des réunions, Meg en tout cas jusqu'à présent n'a pas siégé. Et je suppose avec ceux qu'il a entendus là, il ne siégera pas, je suis sûr, parce que c'est un grand monsieur, très propre. Je suis sûr qu'il ne voudra pas se salir. Et je suis sûr qu'il ne viendra pas. Donc tant que ces deux messieurs-là ne sont pas là, le quorum n'est pas atteint. La FENIFOOT est dans l'illégalité. Donc c'est même pas la peine de rester pour combattre le système. Le système même est mort. Je vais répondre à la question de Salah, qui dit est-ce qu'il n'y a pas une main invisible qui nous manipule? Ça me fait tellement rire. Mon frère, j'ai 38 ans. 38 ans, je pense quand même, c'est vrai que je suis le plus jeune à la FENIFOOT là-bas, mais quand même, je pense que j'ai vécu certaines expériences qui me permettront quand même de décider de moi-même ce que j'ai envie de faire. Salif Meya, qui est un chef d'entreprise, Omar Sid encore moins. Sincèrement, il n'y a pas une main invisible. Et d'ailleurs, il paraît qu'il y a des rumeurs qui circulent, que nous sommes allés voir X, nous sommes allés demander à quelqu'un de venir être président. Au lieu d'aller chercher quelqu'un à être président, pourquoi nous on ne va pas chercher? Ça c'est un. Ou bien je pense que c'est des pièges qu'ils nous font pour qu'on dise non, on n'a pas, c'est nous-mêmes. On n'a pas parlé d'une candidature, et de deux personnes nous manipulent. Je vous assure, je vous jure au nom de Dieu, je n'ai jamais vu un leader, en tout cas d'un club, par rapport à une éventuelle candidature, ou bien par rapport à, on est en train de balayer le terrain pour quelqu'un. Comment on va balayer le terrain pour quelqu'un? Moi, je pense que même toi, tu peux être candidat à la FENIFOOT. Hein? Oui, c'est vraiment... tout Nigérien peut être président de la FENIFOOT. Pourquoi on va dire qu'on a vu X et Y? Pourquoi c'est les X et Y? Parce que les X et Y les ont traumatisés. Ils pensent que c'est X et Y qui est derrière là. Quel X? Non, wallahi, on n'a vu personne. Et les démissions là, c'est le soir. Les démissions là, je les ai fait, on les a déposées très tôt le matin pour éviter même qu'il y ait des parents qui peuvent nous dissuader même à éviter de le faire. Donc comment est-ce qu'on va nous dire que quelqu'un... J'ai entendu même des gens penser que Ibrahim Yacoub nous manipule. Je vous jure, Ibrahim Yacoub nous a appelé, moi il m'a appelé plus de 30 minutes pour dire s'il te plaît, ne faites pas ça, le mandat est presque fini, on est venu en groupe, on se sépare en groupe. Je lui ai dit, là on en a marre. Je pense que lui, ça fait longtemps qu'il ne vient plus, il ne sait plus ce qui se passe. On est à la dérive en fait. Je vais répondre aussi à la question de Aziz de Tambara, qui a demandé si on avait des ambitions pour être président, donc ça c'est déjà répondu. Et l'affaire Kofi Dankowa. Je vous assure, l'affaire Kofi Dankowa, c'est ça, je disais que je voulais parler de ça. Nous avons parlé d'une présomption de corruption. On n'a jamais dit que Kofi a été corrompu. On n'a jamais dit ça. Nous, là, que vous voyez là, on ne jure que par Kofi Dankowa et Chikoto. Parce que vous savez que ces deux-là, plus Daouda Kassali, fait déjà 60% de l'équipe du MENA. Et vous pensez que ça nous fait plaisir qu'on salisse Kofi? Non. Et c'est pour ça, je ne sais pas, ils refusent de comprendre. On leur a dit d'ouvrir une enquête. On parle de corruption, ouvrir une enquête. Si c'est faux, qui gagne dans ça? Kofi même sera, quand même, ça va être un soulagement pour Kofi si on le blanchit. Mais sans ça là, jusqu'à la fin de ses jours, ses enfants entendront qu'il a vendu un match. Et la FENIFOOT dit que c'est faux, c'est faux. Non, la meilleure manière de montrer que c'est faux, c'est d'ouvrir une enquête. Moi je pense que c'est une question de nation. Hein. C'est le drapeau, le MENA. Donc c'est juste d'ouvrir une enquête, écouter les gens, qu'est-ce qui s'est passé, revenir devant tout le monde, dire écoutez, c'est vrai, il y a eu beaucoup de passion autour de cette affaire, Kofi n'est pas impliqué dans cette affaire, d'ailleurs, voilà. Non, on ne cherche pas à lui créer des problèmes par rapport... Non, on dit que c'est des rumeurs qui persistent. Et ça peut faire tache d'huile demain. Même si Kofi ne l'a pas fait, quelqu'un dira du moment où on a dit que Kofi a fait, il ne l'a pas fait, moi je prendrai de l'argent pour vendre un match du MENA. Alors que si on fait une enquête demain, même si Kofi est blanchi, personne n'osera quand même échanger quand même le drapeau du Niger contre des billets. Et les arguments qu'il donne, c'est des arguments qui ne tiennent même pas la route. Il dit que la prime de Kofi était de 3 millions, et la prime de qualification 10 millions, ça lui fait 13. C'est le conditionnel. Et si Kofi ne gagnait pas, il n'a rien comme prime. Et là, on dit qu'on lui a mis on lui a donné
Donc c'est même différent. Donc on peut dire qu'il peut choisir à prendre cet argent au lieu de penser se qualifier. Mais tout ça là, il y a une seule chose qui peut faire la lumière, c'est une enquête. Si c'est vrai, c'est les sanctions jusqu'au bout, de la tête au sommet. Si c'est faux, on fait un communiqué, on dit écoutez, arrêtez, fermez cette page Kofi Dankowa, ce jeune c'est un patriote, il n'a pas vendu ce match et on fera de lui, on le blanchira. Et ça aura fait honneur et à sa famille et à tout le monde. Vous pensez que ça nous plaît qu'on parle de Kofi comme ça? Pour tout ce qu'il a fait pour le Niger? Mais comme c'est la presse étrangère, la presse... Mais il faut juste faire une petite enquête et rendre compte au peuple nigérien ce qui est les résultats de cette enquête. Donc Moulay a parlé du bilan 2013. Le bilan 2013, c'est vrai, on a une responsabilité quand même morale jusqu'à notre départ. Le bilan, vous l'avez écouté comme nous. On a dit qu'on n'a pas géré, c'est le ministère qui a géré. On prend acte. Moi, tout ce que je voulais dire rapidement, c'est que même si le ministère a géré, les ordonnateurs quand même étaient la fée du foot. Parce que quand vous allez, c'est comme un petit enfant qui va au marché avec quand même sa tante, arrivé devant la boutique, c'est quand même le petit qui dit je veux cette paire de chaussures. Et la tante paye. Donc si la chaussure n'est pas bonne, je pense que l'enfant aussi est fautif. Donc voilà ce que moi je voulais dire par rapport à ça. Et je pense que le ministère jusqu'à présent n'a pas parlé, bon je ne sais pas pourquoi. Mais à eux quand même de revenir sur ça. Maintenant la question de Baba, je sais que c'est une question qui va scandaliser tout le monde ici. Comment Gernot Rohr est arrivé ici? Wallahi je ne sais pas. Wallahi je ne sais pas. Aucun membre du comité exécutif ne peut vous dire ça. Quand l'affaire Doula et Courbis était finie, quand on était rentré, il fallait trouver un entraîneur. Et par le biais de l'ambassade d'Allemagne, il nous avait proposé un entraîneur qui s'appelait Michael Hans. Et il y avait le dossier de candidature de François Zawi, l'ancien coach de la Côte d'Ivoire. C'est sur ces deux dossiers-là que nous avons étudié. Et par amour à ce que Zawi avait fait à la dernière CAN, il était finaliste malheureux, sans avoir perdu, il avait perdu la coupe. Il n'avait pas perdu de match, c'était au tir au but qu'il avait perdu. On a dit que ce monsieur pouvait amener de la rigueur. Et quand un Zawi qui peut gronder un Drogba, un Kader qui était à autre là, il pourra quand même donner des leçons à notre Mazou et autres. Donc c'était pour cette personnalité-là qu'on avait choisi Zawi. Zawi était même venu à Niamey. Et après, Zawi a eu des problèmes avec sa fédération, qui ne voulait plus le lâcher. Après ça, j'ai vu comme tout le monde, le grand Gernot Rohr et son adjoint, soi-disant comme étant l'entraîneur du Bénin. Et ce dossier de Gernot Rohr, je vous jure, il n'est pas passé au comité exécutif. Voilà. Et d'ailleurs, je vais parler du MENA 2 minutes, Baba. 2 minutes seulement. Pendant ce point de presse, j'ai écouté Gernot Rohr, mais c'est grave. C'est vraiment grave. Parce que quand un entraîneur a 29 joueurs et qu'il amène les 23 à l'hôtel, il laisse les 6 au centre technique et dire que tout joueur qui a des exigences n'a pas sa place au MENA, c'est grave. Parce que c'est comme un père de famille qui fait de la discrimination entre ses enfants. S'il n'y a pas de la place au Gawai où ils étaient, à Niamey, il y a plein d'autres hôtels. On est d'ailleurs au Grand Hôtel, juste à côté. Ils pouvaient amener ces 6-là. Mais on ne peut pas faire de la discrimination. Et je pense que comme il dit que ces joueurs qui en demandent trop n'ont pas de place au MENA, un entraîneur qui fait de la discrimination aussi n'a pas sa place au MENA. Vraiment, il a déçu et je pense que ce monsieur doit partir. Je pense que vous avez dit l'essentiel, quoi. Moi, ma question, on dit que vous êtes financé par Salif Mayaï. Ah oui. Qu'en est-il exactement? Nous, on a coutume d'entendre, en tout cas, dans les conversations publiques, on dit qu'à la FENIFOOT, ce sont les membres du bureau exécutif qui font la sélection. Chaque joueur chaque membre du bureau a son joueur. Qu'il soit en forme oui ou non, il est appelé au sein du MENA. Et que beaucoup, en tout cas, de joueurs prennent des primes et partagent avec les membres du bureau exécutif de la fédération. Nous, on veut qu'on nous explique cela. Merci. Bonsoir et merci Abdraman.
Moi, j'ai juste une petite question. Et nous avons lu, en tout cas dans certaines presses interposées, que pendant la CAN 2012, vous avez géré les 160 millions et que le groupe que vous dirigez actuellement, il semblerait que les fonds, en tout cas certains fonds, provenaient de ces fonds que vous avez eu à gérer. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations par rapport à ces informations? Je vais d'abord répondre à Hassimi. Après, comme la question de grand frère Ayouba et Chebou sont un peu identiques. Hassimi, sincèrement, avant, les sélections sont discutées souvent à chaud même au comité exécutif. Pas parce que chacun défendait son joueur, mais parce que on fouillait d'ailleurs. Cette modernité dont je parlais, c'est ça qu'on utilisait avant. Je vais sur le net, Yacine est par là d'ailleurs que je salue. Ce jeune est parti traumatisé de la Finifoot, malgré tout ce qu'il a fait. Et c'est avec ça, souvent, qu'on défendait des positions. Pas parce qu'on voulait partager les primes avec les joueurs, non. Parce que on est sûr des valeurs que ces jeunes-là peuvent apporter. Je vais vous donner juste un exemple banal. Issoufou Diego était le meilleur Nigérien à la CAN 2012, non? Vous vous rappelez? Vous savez comment il est arrivé en sélection? Je suis allé en Thaïlande, dans les champs de riz là-bas, à mes fonds propres. Je répète, à mes fonds propres. J'ai fait 10 jours avec le petit. Je voyais ses entraînements, j'ai vu les installations qu'ils ont, et j'ai vu comment tout le monde le connaissait en Thaïlande. Quand je suis revenu, je leur ai dit, ah, j'étais en Thaïlande, le petit là, il peut venir à la sélection. On m'a dit, non, c'est parce que c'est ton petit. C'est quoi la Thaïlande? J'ai dit, en fait, un joueur, c'est quoi? Tant qu'un joueur a de l'hygiène de vie, il a la condition physique, la technique, c'est la technique avec laquelle il a grandi. Donnons la chance à ce petit, s'il vous plaît, convoquez-le et on va voir. Et c'est ça, on l'a convoqué au match amical Niger-Togo. D'où l'a même titularisé, si vous vous rappelez. Il a fait plus de 16 heures de vol. Il est venu la veille, il a joué. Il a fait un match extraordinaire. Et qui a convaincu Doula, qui a fait de lui titulaire d'ailleurs le 4 septembre face à l'Afrique du Sud, où il était passeur décisif sur le but de Kofi. Donc ça, quelqu'un ne peut pas dire demain que j'ai amené Youssouf Boubacar parce que c'est mon petit. C'est parce que je sais qu'il peut apporter. On chante sur tous les toits que je suis le protecteur de Dante. Mais en fait, ce n'est pas parce que c'est Dante. Je suis le protecteur du joueur le plus titré de l'histoire du football nigérien. Toute génération confondue. De Diagoundé à maintenant, personne n'a le palmarès de Dante. Je vous jure, vous arrivez au Maroc, dès que vous êtes Niger, on vous dira à la sélection Dante. Ça, c'est un ambassadeur. J'étais au Maroc récemment, un taximan me dit que le français là, il est fou. Youssouf Al-Hassan, il le voit sur le banc, il rentre à 5 minutes. Il me dit Majnoun. J'ai dit oui, je comprends qu'il est Majnoun. Il ne savait pas que je suis d'ailleurs un grand défenseur de Dante. Mais c'est comme le match du Burkina que nous avons joué avant-hier ici. C'est pour ça que je dis que ces gens, est-ce qu'ils sont même football? Dans tous les pays du monde, quand un pays joue, par exemple, quand la France joue contre, par exemple, l'Angleterre, vous regardez au cours de la semaine, le sélectionneur va chercher le joueur français qui brille en championnat anglais pour le titulariser parce qu'il est habitué au style anglais. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Quand ils joueront contre la Suède, on va voir quel est le français qui joue comme les Suédois ou bien qui connaît le championnat suédois. Et c'est ce que je dis. Le stade du 4 août, là, il y a plein de Nigériens qui le connaissent. Seydou a marqué plein de buts dans ce stade-là. Vous pensez qu'il va être déphasé comme les jeunes? Non. Et pourtant, il fait partie de ceux qu'on a chassés du centre technique. Quelqu'un qui joue titulaire dans son club en Afrique du Sud. Vous pensez, Dante a été meilleur buteur au Burkina. Tenez-vous bien. Tous ces joueurs-là, vous leur dites Dante, ils diraient qu'ils le connaissent. Bon Dieu. Pourquoi ne pas lui donner 15 minutes, même s'il est vieillissant? Et même par rapport à il est vieillissant. Le Paris Saint-Germain vient de signer un gros contrat avec David Beckham qui a 37 ans. Ils sont fous. Vous pensez que le Paris Saint-Germain est fou? Non. Là, ils sont en train de parler même de prolonger. Donc, moi, je pense que ce n'est pas l'âge. La sélection doit renfermer les meilleurs joueurs du moment. Où qu'ils soient. S'ils jouent à... Je vais taquiner mes frères Beriberi à l'Ada de Difa. Si c'est le meilleur là-bas, là, on l'amène.
Si il joue à Chelsea, ou bien l'essentiel c'est de prendre les meilleurs joueurs du moment pour quand même représenter dignement la nation. Ce que nous avons vécu comment on appelle ça, au Burkina là, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui méritaient leur place. Les Bayo qui jouent en France, les Olivier Arouna-Bon qu'on ne veut pas faire venir. Il y a au moins 11 joueurs qui ont leur place en sélection et on ne sait pas pourquoi ils ne viennent pas. Parce que ce Gernot qui est arrivé, je ne sais comment, dicte ses lois. Et regardez un peu le manque même de respect à la nation. On amène un entraîneur français, son adjoint est français, et auquel on les paye des millions, un peu moins de 20 millions. Tout le staff est étranger, l'entraîneur des gardiens même est étranger. Mais s'il vous plaît, quelle est la contradiction qu'il y aura entre ces gens-là? Vous pensez que si Fred était à la CAN, il n'y aurait pas eu des échanges houleux sur le terrain? Pendant qu'on était à 0-0 contre le Mali et qu'il fallait faire un changement, je vous jure, si Fred était là, le changement aurait lieu. Parce qu'il allait mettre la pression sur Gernot. Mais qu'est-ce que Jackie peut faire? Parce que Jackie n'est pas une recrue de la fédération. Jackie est une recrue de Gernot. Il ne dira rien à Gernot. Et c'est pour ça qu'on amène des gens en opposition pour discuter, pour que ça tiraille un peu. Et c'est ça qui donne. Et moi, je ne peux pas comprendre ce voyou-là. Qu'est-ce qu'il doit partir en fait? Il doit partir. Parce qu'on a des entraîneurs valeureux qui sont ici. Avec les Cheikh Omar qu'on a, les Doula qui sont là, les Al-Hussein, tous ces gens-là ne peuvent pas, les Soumaïl Tiamoko, tous ces gens-là ne peuvent pas faire mieux que ce gars. Non, il faut vraiment qu'on respecte les gens. Maintenant, pour conclure rapidement, je vais vous répondre à Ayouba, le grand frère Ayouba et puis Chebou. On dit que le groupe de presse là, c'est Salif qui est derrière, certains, et d'autres disent que c'est le Gabon. Donc ça veut dire qu'en fait le Gabon, j'ai dû faire une économie de 100 millions, ce qui est impossible pour faire un groupe de presse. Vous savez, le problème c'est que c'est ce que je dis. Et l'absurdité de cette affaire, c'est que même le président de la FENIFOOT pense que c'est Salif qui a fait le groupe de presse Liptako. Et ça fait partie des choses qui m'ont écœuré, parce que je me suis dit, dans ce cas, il ne connaît pas la valeur des gens qui l'entourent. Mais d'un côté aussi, ça m'a permis, c'est une expérience, ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Ce groupe de presse, sincèrement, c'est un groupe de presse que j'ai créé depuis 2010. Et c'est un notaire qui l'a fait, qui s'appelle Maître Moumouni Ali, comme par hasard, qui est l'ami intime du colonel, qui pouvait d'ailleurs lui dire que c'est une société unipersonnelle. Je suis seul dedans. Et la preuve, si j'avais eu des financements faciles, le groupe n'allait pas tanguer comme ça, avec des babas qui ont des aérés souvent. Donc vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un bien personnel que j'ai vendu pour le faire. Et je pense que c'est ça le défaut dans ce pays-là, d'être humble. Quand tu es humble, tu es simple, tu ne peux rien, on pense que tu ne peux rien faire. Il faut à chaque fois venir jouer au tam-tamier pour dire que tu es ça, tu es ça, tu es ça. Moi, je sais que le groupe là, personne n'a 5 francs dedans. Et d'ailleurs, parce qu'il a des problèmes avec Salif Mayaki, je pense que Salif aurait demandé qu'on le censure peut-être. Parce que je pense que c'est l'une des personnes qui a plus passé sur Liptako d'ailleurs, dans la fameuse émission Sport News de Baba Alpha. Donc, sincèrement, le groupe de presse, je l'ai fait seul. Même mes frères, mes propres frères étaient prêts pour qu'on le fasse ensemble. J'ai refusé. Pour une seule question. C'est parce que je suis un grand passionné. Je sais qu'aucun associé ne va accepter qu'on mette de la musique toute la journée. Je suis un grand passionné de musique. Deuxièmement, je sais qu'aucun associé ne va accepter qu'il y ait du sport en longueur de journée ou bien d'interrompre un programme juste pour un match de football. Aucun associé ne le fera. Et ça va arriver à ce que vous savez dans beaucoup de groupes de presse. Ça va toujours amener un problème. Ce groupe de presse, wallahi, je suis seul. Personne ne me l'a fait. C'est un bien personnel que j'ai vendu pour le faire. Et avant de vendre ce bien personnel, c'était un dossier que j'ai constitué au niveau de la Sony-Bank. Dansoussou est vivant. Il m'a dit qu'ils allaient financer. J'ai attendu, c'est ça que vous avez entendu, j'ai eu l'autorisation et ça a traîné. J'ai attendu plus de 6 mois parce que je ne voulais pas vendre le bien, je voulais l'hypothéquer pour que je puisse payer, ne pas perdre ce bien. Et j'ai vu qu'on était en train de me traîner, j'ai dit, hey, quand tu as quelque chose, vends-le et fais ce que tu as envie de faire. Et c'est ça, j'ai vendu un bien pour faire le groupe de presse Liptako. Personne n'est associé.
C'est un groupe unipersonnel. Ça veut dire que demain, je peux mettre un match de football 24 heures sur 24, personne ne dira pourquoi.